Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter le livre de Raymond Queneau, Un rude hiver. Très belle écoute à tous. Les Chinois avançaient précédés par 2 sergents de ville. Pour voir ça, les mercantis sortirent de leur souk avec des yeux en bille et le clapet ouvert. Des moutards galopaient le long du cortège en criant « Les Chinacos! Les Chinacos !» Aux fenêtres se tendirent des coups, sur les balcons apparurent des curieux. Un tram remonta la file asiatique et ses occupants, au dernier stade de la coagulation, interpellèrent les défilants en des langues variées et en termes insultants. Le hameau s'arrêta sur le bord du trottoir sans grand enthousiasme pour cet exotisme. Derrière les 2 flics marchaient primo 2 Chinois ayant sans doute quelque autorité sur leurs compatriotes. Secondo, un Chinois porteur d'un parasol jaune. Tertio, un Chinois porteur d'un objet également jaune, formé de 2 ellipsoïdes, enfilés sur un bâton selon leur plus grand axe. Quarto, un Chinois porteur d'un drapeau chinois pourvu de toutes ses bandes. Quinto, un Chinois porteur d'un drapeau également, dans la même condition. Sexto, un Chinois frappant sur une plaque de fer. Septimo, un contorsionniste chinois habillé de jaune et agrémenté d'une barbe postiche. Octavo, un Chinois également vêtu de jaune et frappant l'une contre l'autre 2 longues lattes de bois. Nono, un Chinois porteur d'un objet qui pour la population européenne présente ne pouvait faire figure que de canne à pêche. Et décimo, une centaine de Chinois parmi lesquels se trouvaient des porteurs de petits drapeaux français. La population européenne présente, à cette heure composée pour la majeure partie d'autochtones et pour le reste de Belges, à quelques exceptions près, dont la plus remarquable aux yeux de Bernard Lehameau, tout au moins, était une jeune, grande et blonde naturellement, anglaise en uniforme, de WHC, la population européenne présente, infirmières, femmes permissionnaires, embusqués, réfugiés, vieillards, infirmes et enfants, la population européenne en son entier à 3 ou 4 exceptions près, dont Lehameau et Lawak qu'il reconnut, car elle travaillait à la base britannique en qualité de dactylographe. La population européenne, donc, ne se tenait plus de joie de cette exhibition asiatique. Il y avait des rigolos sur la terre, et pour aimer tellement que ça, le jaune, fallait qu'ils soient tous un peu cocus. Ah, ces Chinois, plus marrants que les Kabyles, pas marrants à cause de leurs couteaux. Plus marrants que les Hindous, pas marrants puisque tous militaires. Plus marrants même que les Noirs, pourtant ils sont marrants les Noirs. Arrivés sur la place Thiers, les Chinois formèrent un cercle autour duquel s'agglutina la population européenne et à l'intérieur duquel se développèrent des pantomimes. Lehameau élut sa voisine, trouvant sympathique la gravité de son visage. La foule riait, des Chinois et de leur simplicité. « They laugh, dit Lehameau, because they are stupid. » La jeune fille, la supposait-elle, sourit. Il ajouta « They laugh because they do not understand. » Il dit encore « Aïe aïe, les that, you do not laugh. » Les Chinois se mirent à chanter, on dirait des chats, à qui on tire la queue, disaient les uns. On dirait l'air du roi de Siam, disaient les autres. Parce que lorsque le petit roi de Siam était venu en France, en concert ce qu'il avait aimé le mieux, ça avait été quand les violons et les autres instruments s'accordent. Des barbares tous ces gens-là. Puis les Chinois reformèrent leur cortège et s'en furent provoquer l'hilarité dans un autre quartier.
It was very interesting, dit le hameau. How do you do? Très bien, merci, dit la demoiselle militaire. Et vous? Tiens, vous parlez français? Oui, c'est même pour cela qu'on m'a choisi pour travailler en contact avec les autorités militaires françaises. Toutes mes félicitations, vous parlez infiniment mieux français que je ne baragouine l'anglais. Pourtant, vous me voyez interprète. Par accro d'ailleurs, je suis déjà hors de combat. Il montra que pour marcher, il devait s'appuyer sur une canne. Il le faisait plus par chic que par besoin réel, puis donna ce complément d'information. Charleroi. On apprécia le renseignement d'un bref silence respectueux, puis reprenant le cours de la conversation avant qu'il ne déviât. Ma mère était française. Ah, très bien. Il dit encore une fois, très bien, puis tous deux se turent. Voilà mon ami qui sort de ce magasin, reprit la militaire. Excusez-moi, je vais la rejoindre. Je vous en prie, d'ailleurs nous nous reverrons bientôt, n'est-ce pas? Et j'espère. Il la regarda s'éloigner, tandis qu'autour de lui finissait de se disperser la foule et s'éteignait les ricanements. Ravissante. Idiot, apprécia-t-il. Ce n'était pas qu'il n'aimât pas les Chinois, ni même qu'il eût pour eux quelques indulgences, estimant fondées les vues de l'empereur d'Allemagne sur la menace qu'il représentait. Mais aller donc parler de l'empereur d'Allemagne à des gens bornés. Il trouvait simplement dans cet incident un nouveau prétexte pour amplifier son mépris. Il reprit son chemin et songeusement, quant à la tête d'un pas net quant aux pieds, il termina sans bavure son itinéraire. Des radis l'attendaient et le chat qui miaula, espérant des sardines, et Amélie qui craignait une combustion trop accentuée du fricot. Le maître de maison grignote les végétaux, caresse l'animal et répond à l'être humain qui lui demande comment sont les nouvelles d'aujourd'hui. Pas fameuse, il pense, détestable. Mais Amélie, une bonne, n'a pas besoin de connaître le fond de sa pensée, malgré ses 15 ans de service. Cependant, à l'arrivée du plat chaud, il ne put se retenir de pronostiquer la défaite des Roumains. Ils ne sont pas de taille à résister aux Allemands. « Oh, Boche !» corrigea Amélie qui ne pouvait admettre qu'un militaire français se refusa à utiliser l'expression courante. La prudence de Le Hameau n'était d'ailleurs pas extrême. Chez le coiffeur, chaque jour, il ne se gênait pas pour railler les espoirs du vulgaire troupeau des lecteurs du matin et autres canards. Il ironisait sur les Cosaques à 5 étapes de Berlin et restait sceptiquement insolent devant les histoires de pain caca, d'enfants, aux mains coupées et de tartines de confiture suffisantes pour la capture d'un nombre pratiquement illimité de Boches. Bref, il se créait lentement et sûrement une sale réputation. Et de plus, il lisait les communiqués allemands dans le journal de Genève, auquel il était abonné, ce qui lui permettait de river leur clou à pas mal de naïfs, l'inexacte prose de l'informateur français. Il savait de combien de 100 mètres les troupes françaises se repliaient lorsqu'elles reculaient, et de combien de millions d'archines les troupes russes reculaient lorsqu'elles se mettaient en déroute. Tout de même, le vulgaire troupeau n'osait trop rien dire. Le Hameau était un personnage respectable, fonctionnaire assez gradé dans le civil et dans le militaire blessé de guerre et peut-être même héros. C'était son tempérament à lui d'être pessimiste, se disait-on. Voilà tout. Tout de même, on trouvait parfois qu'il allait un peu fort, quand il prétendait que ça pourrait bien encore durer dans les 6 mois cette guerre. Et encore il était modeste en disant ça, car dans le privé il déclarait qu'elle serait d'une durée illimitée, qu'on se tirerait des coups de canon jusqu'à plus soif, et qu'on parviendrait en fin de compte au massacre mutuel des populations occidentales pour la plus grande joie des Sémites et des Jaunes. Et encore était-il modeste en disant ça, car en lui-même
il ne s'en tenait pas là. Après le café qu'il aimait fort et qu'il buvait tiède, Amélie le délogea sans respect pour desservir. Il sortit pour une balade hygiénique et solitaire, en attendant le bureau, les heures penchées sur les transports annoncés, les allées et venues de troupes britanniques, un travail sérieux et confidentiel. En général, il commençait par prendre le funiculaire et suivait un itinéraire assez fixe, point sclérosé pourtant. Il admettait les détours, les crochets, les égarements même. Il marchait lentement, tant à cause de sa patte autrefois cassée que de son humeur mélancolique. S'appuyant sur une canne, il s'en allait à travers les rues désertes, en suçant sa bruyère d'un air philosophique. Et ce faisant, naturellement pensait. Il pensait à la guerre, par exemple, à celle qu'il avait faite et aussi à celle qui continuait à se faire. Il pensait à la France démocratique, maçonne et enjuivée, à la France où l'on embusquait les ouvriers lesquels avaient ensuite le culot de se payer des poulets le dimanche, à la France qui se redresserait peut-être, empalée sur un casque à pointe. Il pensait à lui, il pensait aussi à lui, il pensait également à sa famille, il pensait à son père, à sa mère, à sa femme. Son père, ma foi, végétait à la campagne au milieu d'un champ de pissenlit. Sa mère était morte. Elle mourut tragiquement, ainsi que sa femme. Depuis, il était veuf et sans descendance. Et son veuvage était si sincère qu'il faisait même sourire et qu'on en plaisantait. Mais il ne pensait pas à cela. Il pensait à son amour. Il pensait à ses amours et aussi à sa jeunesse. Et quelquefois à son enfance. Sa mémoire était pavée de tombeaux comme celle d'un romantique, mais fonctionnaire appliqué, il extirpait avec soin les mauvaises herbes qui croissaient dans les allées et entretenait passionnément les quelques massifs de fleurs qui, malgré tant d'hiver, n'avaient point flétri. Ainsi songeait-il donc, rêvait-il donc, ruminait-il donc. Le jour des Chinois, il rumina jusqu'aux bornes de la ville et se retrouva devant le fort de Tourneville, près des fossés duquel la population venait entendre la canonnade du front transmise jusque-là par des phénomènes d'acoustique que seuls des journalistes très calés en artillerie avaient été capables d'expliquer à l'ignorance des non mobilisés. Il regarda l'heure et, l'ayant vue, en conclut qu'il devait prendre un tram pour rentrer en ville. Il attendit, seul, sous le signal vert. Sa pipe était éteinte. Il soupira. Puis le tramway vint, qui était vide. Le bruit gonflait cette solitude que rythmait le timbre à l'avant. À la station suivante montèrent 2 voyageurs. Ils s'assirent en face de le hameau. La petite fille devait avoir dans les 14 ans, un peu moins peut-être. Le petit garçon 6-7. Ils payèrent puis restèrent un instant tranquilles. Le hameau se disait, quelle imprudence de laisser 2 enfants se déplacer ainsi seuls à travers une grande ville. Il examina plus attentivement la petite fille et la jugea bonne proie pour un satyre, avec ses cheveux de gaude, ses yeux plus bleus et beaux que ceux des poupées, sa bouche déjà dessinée pour les baisers, ses très jeunes seins, ses jambes purement moulées, quoiqu'encore un peu grêles. Elle lui sourit, il rougit. Apercevant du soldat sur le trottoir, le petit garçon dit « Tiens, des Canadiens !» C'était une provocation. « Des Canadiens !» fit avec mépris la petite fille. « Des Écossais, ils ont des jupes. » « Non, c'est des Canadiens. »« Tu es bête, tu vois bien que c'est des Écossais. »« C'est des Canadiens, je le sais. C'est des Canadiens qui portent des jupes comme des Écossais. Mais c'est des Canadiens. »« Tu es bête, si c'est des Écossais, c'est pas des Canadiens. »« Tu peux pas parler de ça, tu es une fille. » Ils se chamaillèrent un bout de temps. Puis le petit garçon sortit un badge de sa poche. « Regarde s'il est rigolo. Oh, un poireau. Je ne sais pas comment il s'appelle, ce régiment-là. Ah, c'est une blague, un poireau, c'est pas un badge. Puisque tu le vois,
C'est une blague, un pas vrai. Elles recommencèrent à se chamailler. Le hameau intervint. C'est l'insigne des Welsh Guards, un régiment formé en 1915. Les petits enfants se turent et le toisèrent avec calme, sans paraître apprécier le renseignement. « On descend au prochain arrêt, » dit la petite fille. Ils se levèrent. Sur la plateforme, la petite fille se retourna et sourit. Ils descendirent. Le hameau les suivit des yeux. Le tramway repartit. Le hameau ferma les yeux pour regarder courageusement le grand vide tout noir qui s'était creusé en lui. Éclairée au gaz, la boutique de Madame du Tertre clignotait dans la longue obscure rue Casimir-Périer, clignotait faiblement comme un œil myope. De loin, on pouvait prendre cela pour une mercerie miteuse avec un rayon de bonbons sales et un rayon de cahiers. De près, il n'y avait pas d'erreur. C'était un asile de l'intelligence et de la culture et de la civilisation. Éclairée au gaz, Madame du Tertre proposait aux quelques rares amateurs de cette province le sel de toute bibliothèque est un vieux bouquin. Clairsemée en temps de paix, la clientèle devenait en temps de guerre quasiment inexistante. Le goût du moisi n'a jamais beaucoup possédé le Havrais. Les Richards de l'endroit se fournissaient chez Gonfreville, rue Bernardin de Saint-Pierre ou à la capitale. Les autres, ceux du commun, même avec un porte-monnaie se tenant debout, se satisfaisaient l'entendement avec les publications modernes ou même quotidiennes. Madame du Tertre n'acceptait pas philosophiquement la chose, elle s'en réjouissait. Arrivant d'Outre-Seine et d'Outrecaux, elle avait toujours pris le Havrais pour une buse, un obtus, un grossier avec une comprenoire d'une très faible ouverture de compas. Elle ne lui lâchait sa marchandise qu'avec répugnance, et lorsqu'elle encaissait quelques patards, elle se disait toujours « autant de moins pour le bistrot du coin », car elle haïssait la mastrococratie. Elle vivait seule, Madame veuve du Tertre. Cousait, lavait, balayait, cuisinait, et puis, en lisant, elle attendait l'improbable venue d'un acheteur, argenté d'abord et surtout éclairé. Car les Havrais, Dieu, en qui elle ne croyait pas, pour ce qui était de l'intelligence, à son idée à elle, il les avait bien mal servis. Elle ne regorgeait pas d'intellectuels, la bonne ville franciscopolitaine, ça non, et le feu de sa salamandre n'en avait pas fait éclore beaucoup. Cependant, quelques esprits distingués avaient accoutumé de venir voir Madame du Tertre, d'une façon désintéressée d'ailleurs, et à la lueur du gaz, dans l'échoppe philosophico-politique, on causait. Le hameau se dégage hors des ténèbres de la rue Casimir-Périer et se fixe dans l'hésitante lumière. Aussitôt Madame du Tertre lui demande « Monsieur le hameau, vous êtes allé au Gaumont cette semaine ?» C'était là un des nombreux points sur lesquels il n'était point d'accord. Le hameau fréquentait assidûment le Cursal et l'Omnia Pathé, mais il ne pouvait souffrir le Gaumont. Madame du Tertre savait qu'il allait répondre « Ma foi, non ». Mais il fallait bien une petite préface à sa petite histoire. « Figurez-vous, continua-t-elle, que je faisais la queue pour prendre ma place, et savez-vous à quoi s'amusait le jeune voyou qui se trouvait derrière moi ? À griller ma fourrure avec sa cigarette. Ça sèche, comme ils disent, ça roulait, ça cibiche. Oh, ma pauvre fourrure qui ne vaut pas cher. Je n'ai pourtant pas l'air d'une duchesse sur le dos de laquelle on peut se venger de sa misère. En ce moment, dit le hameau, on ne peut pas parler de la misère des ouvriers avec tout l'argent qu'ils gagnent. Moi,
dit madame du Tertre. Si je dis du mal des ouvriers, c'est parce que je les aime. Vous avez bien tort, dit le hameau. Autrefois, continua madame du Tertre, je me suis occupée des universités populaires et du mouvement féministe. J'ai collaboré à la Fronde. Elle le lui avait déjà dit 100 fois. Mais, continua madame du Tertre, je me suis dégoûtée de tout cela. Les gens sont trop bêtes. Ça c'est bien vrai, dit le hameau. Et, continua madame du Tertre, quand je dis les gens, j'entends aussi bien les bourgeois que les prolos. Sont-ils stupides et canailles, ces bourgeois? Mon propriétaire, par exemple, qui laisse pleuvoir dans ma chambre sous prétexte que je ne paye pas mon loyer. Avec quoi voudrait-il que je le lui paye, son loyer? Le hameau ne dit rien. Pour lui, le moratorium était une sanglante injustice, œuvre des francs-maçons. Avec quoi voudrait-il que je le lui paye, son loyer? Continuait madame du Tertre. Quand je vends un malheureux bouquin de 100 sous toutes les 3 semaines. Et encore quelquefois, je suis obligée de refuser. Tenez, l'autre jour, un lycéen voulait m'acheter un exemplaire de la Pucelle avec les planches. Naturellement, je n'ai pas voulu. J'en aurais eu des histoires avec les parents s'ils avaient découvert le bouquin. C'est une saloperie, ce bouquin, dit le hameau. Bah, dit madame du Tertre, ça n'empêche pas Voltaire d'être un grand homme. C'est beau, ça, de défendre les opprimés et les innocents injustement condamnés. Le hameau haussa légèrement et discrètement les épaules. Savez-vous, monsieur le hameau, continua madame du Tertre, que j'ai failli mettre sur pied une affaire qui aurait fait autant de bruit que l'affaire Dreyfus? À ce nom, le hameau grinça des dents. Mais je n'ai pas eu de chance. Elle fit silence. Qu'est-ce que c'était? Demanda finalement le hameau. Voilà. C'était sur le bateau d'Honfleur. Je ne sais plus comment ça s'est fait, mais je suis entrée en conversation avec un marin. Pas un marin du bateau, mais un marin qui allait voir sa famille à Honfleur. Il m'a raconté sa vie. Il était dans la marine de guerre et figurez-vous qu'il avait surpris 2 de ses officiers qui, vous me comprenez, ça arrive dans la marine. Un des officiers lui dit « Si tu parles, c'est Biribi ». Le malheureux a parlé et ça a été Biribi. Oui, monsieur le hameau, Biribi. 5 ans il est resté là-bas. Il en avait vu, il en avait subi des horreurs. Il m'a tout raconté. Et la soupe au poivre, et la crapaudine, et les mœurs honteuses, et le reste. J'ai pris des notes, j'ai pris son adresse, je lui ai écrit. Et monsieur, j'allais commencer une terrible campagne de presse lorsqu'éclata l'affaire Dreyfus. Le hameau grinça des dents. Naturellement, continua madame du Tertre, on n'a plus fait attention à mon pauvre marin. Avouez que ce n'était pas de chance. Je serais peut-être devenue une polémiste célèbre, et me voilà bouquiniste dans une ville de barbares, ayant perdu mari et enfant. Ils soupirèrent, puis firent silence. Le hameau crut percevoir une présence dans l'arrière-boutique. Était-ce monsieur Frédéric? Il voulut parler de l'actualité. « Alors, dit-il, vous avez vu, François-Joseph est mort. »« Pouf !» fit madame du Tertre. « Un vieillard sanglant. »« Un pauvre vieil homme, dit le hameau. Un pauvre vieil empereur. »« Empereur !» Ce mot l'enthousiasmait lorsqu'il le prononçait. Il avait l'impression de grandir. Mais la mort publique rappelait madame du Tertre à ses propres deuils. Elle n'était pas au courant de la vie privée de le hameau, de ses deuils à lui. À l'époque de l'incendie, elle n'habitait pas encore la ville. Comme elle ne bavardait pas avec ses voisins, ces sauvages, elle ne pouvait donc évoquer que ses propres deuils et avait hâte d'en parler. « Connaissez-vous ce livre » demanda-t-elle à le hameau en lui coupant sa rêverie impériale. C'était un bouquin sur les forces naturelles inconnues. Le hameau ne l'avait point lu et ne scella pas sa désapprobation. « Vous avez tort, monsieur le hameau. Il y a bien des choses sur la terre que la science ne peut comprendre.
Savez-vous que lorsque mon fils est arrivé pour la première fois au Sénégal, il a reconnu le paysage. Il n'y était pourtant jamais allé. Et lorsqu'il disparut dans un naufrage, la nuit même, il m'apparut en rêve. J'ai fait plus tard le compte des jours. C'était bien la nuit même du naufrage. Il est entré dans ma chambre, mon fils. Tout mouillé, trempé, ruisselant. J'étais très étonnée parce que dehors, il ne pleuvait pas. Ensuite, j'ai vu qu'il était ouvert comme une grenouille, les mains, la figure, le costume, tout. « Brrr !» fit le hameau. « Vous avez dû être effrayé. »« Non, » dit madame du Tertre. Elle reprit. « Mon mari était déjà mort à cette époque. Mon mari était un salaud. Il me trompait avec la première venue. » Le hameau aurait voulu parler du destin des Habsbourg, mais madame du Tertre n'y semblait pas disposée. Trop de songes semblaient la hanter. Il entendit dans l'arrière-boutique le froissement d'une page que l'on tourne. Il tressaillit. « C'est monsieur Frédéric, » murmura madame du Tertre. « Il lit une vieille édition de Luther. Elle est trop coûteuse pour qu'il puisse l'acheter. Alors il me paye 50 centimes par heure pour venir la lire chez moi, monsieur Frédéric. C'est un Suisse. Un neutre, ajouta-t-elle. « Il faut que je m'en aille, » murmura le hameau. Dehors, il frissonna, peut-être à cause du froid, peut-être à cause de ce cadavre vert, peut-être à cause du liseur dans l'arrière-boutique. Il aurait voulu marcher vite, mais il ne le pouvait plus. Cependant, il ne renonça pas tout de suite à la nuit. Au lieu de remonter vers la rutière et au-delà, vers sa maison à mi-côte, il descendit vers le boulevard de Strasbourg et la Bourse, et au-delà vers le bassin du commerce. Les yachts blancs cagnardaient dans une eau lourde à face d'huile. Quelques-uns, allemands et séquestrés, pourrissaient, abandonnés. Au bout du quai Lamblardy, un trois-mâts norvégien reposait près des bois qu'il avait débarqués. Sur le quai des casernes, le lent flâneur croisa un groupe de morveux à moitié ivres, de francs bandits de 14 ans. À les voir, il éprouva une joie bien vive, comme un élu devant le spectacle des damnés au dire de certaines religions. C'était là le plus grand profit de ses promenades à travers les quartiers pauvres. Il récoltait de la haine. Encore en cette fin d'après-midi d'hiver, ne s'y appliquait-il pas spécialement. Il y avait maintenant en lui trop de troubles germants. Il passa sur le pont, et sous le pont s'épaississait l'eau du port, toujours plus crémeuse d'huile et d'ordures et de charbon. Il prit la rue des Drapiers, et après la pouillerie sordide et vibrante du quartier Notre-Dame, se retrouva en pays civilisé, rue de Paris. Les magasins étaient déjà fermés, ou leur lumière obscurcie, mais une foule, autochtone, militaire ou belge, animait consciencieusement cette voie principale. Sur la jetée, près du sémaphore, il vit l'entrée de 2 transports. Combien d'hommes de troupes il transportait, et combien d'officiers, et de quel régiment, ne le savait-il pas déjà? N'était-ce point là son métier? Et n'était-ce point grâce à cette fonction qu'il pouvait quasiment chaque jour échanger quelques paroles aimables avec Miss Weeds? Il cessa de penser pour rire tout doucement avec lui-même, tout seul. Il prit le tramway pour rentrer chez lui. L'itinéraire méridien de Le Hameau, devenu précis, le conduisait maintenant chaque jour près du fort de Tourneville. Il réussissait à s'y trouver vers la même heure que le premier jour, mais ne rencontrait point les enfants. Il attendait patiemment qu'ils apparussent. Ils ne paraissaient pas. Une promenade unique les avait-elle amenés là, qui ne se répéterait pas? Ou bien avait-il découvert cette régularité nouvelle, la sienne, et craint quelque satire? Ne venait-il là que toutes les semaines, ou tous les 15 jours, ou plus rarement encore? Ainsi s'organisait un questionnaire chaque jour plus méthodique. Mais Le Hameau avait toujours eu une prédilection désintéressée pour cette partie de la ville. Un beau jour, tout à coup, ils se trouvèrent là, devant lui, dans le tram. Ils étaient bien là, tous les deux, et bien les deux mêmes. Le petit garçon,
il le reconnaissait, plus ou moins. Mais la petite fille était égale à son souvenir. C'était clair qu'il l'avait transpercé. Il le retrouvait incarné dans cette chair, si délicate qu'il s'étonnait qu'elle pût supporter une telle intensité de grâce. Cet éclair n'avait engendré en lui que ténèbres. Sa nuit s'illuminait maintenant de cette flamme retrouvée, de la flamme menue mais étincelante que réalisait cet enfant. Foudroyé par cette rencontre, il vit à peine que la petite fille lui souriait. Elle poussa son frère du coude et lui dit « Montre ton badge au monsieur !» Il fouilla dans sa poche sans conviction. « C'est le monsieur qui t'a dit ce que c'était que ton poireau l'autre jour. » Le petit garçon cherchait d'un air maussade sans regarder le monsieur. Finalement, il exhiba le badge qu'il tendit en tournant la tête. « Et alors, mon petit ?» demanda le hameau d'un ton bonhomme. « Que veux-tu que j'en fasse ?»« Il voudrait que vous lui disiez quel régiment c'est, » dit la petite fille. « Mais il n'ose pas. Pourtant, il m'a dit l'autre jour, si qu'on voyait le monsieur de l'autre jour, il saurait me dire ce que c'est. » « Ah ah !» fit le hameau solennel et doctoral, un demi surmonté de la couronne royale. « Voyons voir, c'est le South Staffordshire Regiment des Litchfield. »« Comment que vous dites ça ?» demanda le petit garçon. « Je vais t'écrire ça sur un bout de papier, tu pourras épater tes petits camarades. » Il dessina soigneusement le nom au dos d'une enveloppe en grande capitale. « Voilà, merci monsieur. » La petite fille lut « South Staffordshire Regiment. »« Très bien, dit le hameau. »« South Staffordshire Regiment, » dit à son tour le petit garçon. « Parfait, dit le hameau. Excellent accent. » C'était un peu exagéré, mais il les trouvait si gentils, ces deux enfants. « Chez nous, dit le petit garçon, on entend parler anglais toute la journée. C'est à cause de notre grande sœur. Elle a beaucoup d'amis anglais. » La petite fille rougit, le hameau rougit. « Aussi, j'en ai une belle collection de badges, » continua le petit garçon. « J'en ai même à revendre. J'en ai tant que ça, parce que les Anglais qui viennent chez nous, ils sont toujours prêts à donner tout ce qu'ils ont. Il n'y a qu'à leur demander. »« Sais-tu que c'est défendu, ce trafic de badges ?» dit monsieur le hameau. « Naturellement, mais c'est pas vous qui allez me dénoncer, dites. » Mais non, voyons mon petit, ne crains rien. « On descend là, » dit la petite fille. « Moi aussi, dit le hameau sans vergogne. »« Tiens, dit la petite fille, vous avez mal à la jambe. »« Blessure de guerre, dit le hameau. » Les enfants le regardèrent avec respect, ils étaient fiers de lui. « Et où allez-vous comme ça? Vous n'avez pas peur tout seul par les rues? »« Peur de quoi? »« Oui, bien sûr, fit le hameau à mi-voix pour lui-même. »« Et où allez-vous comme ça? »« Lui, dit la petite fille, je le conduis à l'école Saint-Magloire. »« Et moi? »« Je vais au collège Sainte-Berthe. Avant la guerre, on allait à la communale. Mais maintenant, notre grande sœur nous paye l'école religieuse. C'est plus chic qu'elle dit. »« Bien sûr, murmura le hameau. À un coin de rue, la petite fille s'arrêta. « On va vous dire au revoir, monsieur, notre école est là-bas. »« Au revoir, mes enfants, dit le hameau. Travaillez bien, soyez bien sages. Ah, je voulais encore vous dire une chose. J'aimerais bien voir cette belle collection de badges. »« C'est bien vrai que vous me dénoncerez pas, dit le petit garçon. »« Voyons, voyons, dit le hameau en forçant sur son rire. »« Venez nous voir un dimanche, monsieur le hameau, dit la petite fille. »« Je viendrai dimanche prochain, dit le hameau. Après, je vous emmènerai au cinéma. »« Chouette, dit le petit garçon. »« Mais, dit alors le hameau, s'adressant à la petite fille, comment connais-tu mon nom ? » « Vous ne m'avez pas donné votre nom et votre adresse tout à l'heure ?» Elle lui montra l'enveloppe sur laquelle il avait calligraphié le nom du régiment anglais. « C'était pas exprès ?» demanda la petite fille. Elle s'enfuit. Il les regarda s'éloigner. Quelques pas plus loin, la petite fille fit signe au petit garçon de l'attendre et elle revint vers le hameau. « Je m'appelle Annette, lui dit-elle. Puis elle rejoignit son frère en courant.
Tous les dimanches, le Hameau allait déjeuner chez son frère sénateur le Hameau, après la messe. Bernard ne croyait ni à Dieu ni à diable et s'en vantait. Mais il jugeait la religion bonne pour le peuple. Une visite dominicale à l'église quelques minutes avant l'It Missa Est constituait l'alpha et l'oméga de sa dévotion. C'était une visite de politesse. Mais son frère, on ne le voyait jamais se déranger pour ses momeries. Il pratiquait une laïcité militante et avait réussi à faire partager ses opinions radicales à sa jeune épouse Thérèse, dont la religiosité incertaine s'était évaporée sans résistance devant le combisme agissant de son vieux mari. Mais depuis le début de la guerre, elle était cependant autorisée à se livrer à certaines pratiques tolérées et même conseillées par le clergé catholique, en vue de la protection de nos braves poilus, là-bas sous les obus, et ceci tout spécialement à l'usage de son beau-fils. Sénateur n'accordait cette dispense qu'à titre exceptionnel, en raison de l'union nationale, et aussi parce que les curés étaient allés se battre comme les autres, et enfin parce que ça ne faisait pas de mal, même si ça ne faisait pas de bien. À l'église, Bernard se tenait debout, près de la sortie. Aussitôt l'It Missa Est, il filait avec rapidité, n'ayant pas envie d'entendre les calotins implorer du ciel le salut de la Troisième République. Pouah! Après une station au café de la Marine pour son bir à l'eau, il arrivait chez son frère sur le coup de midi. « Eh bien, dit Sénateur, on en a une tempête, une sacrée tempête, une tempête à décorner tous les cocus de la ville. Quelle nouvelle de Charles ?» demanda Bernard. « Excellente, ils ont des abris très bien aménagés, ça ne sera pas comme l'autre hiver, tandis que les Boches, ils vont geler les cochons. Je ne vois pas pourquoi ils gèleraient plus que les nôtres. Mais parce qu'ils n'ont plus de charbon. Alors tu t'imagines qu'il y a des chaufferettes dans les tranchées. » « Parfaitement, parfaitement. »« Pfff, voilà que ça commence, dit Thérèse. Bernard, pourquoi êtes-vous donc si pessimiste ?»« Je ne suis pas pessimiste, dit Bernard. Je vois simplement la vérité. »« Ah ah, la vérité, dit Sénateur. La vérité pour toi. C'est quand c'est noir, quand c'est blanc, ça ne compte pas. Pas du tout. Par exemple, la vérité, c'est que Thérèse est très belle aujourd'hui. » « Dis donc, dit Sénateur, et les autres jours, tu ne la trouves pas belle, ta belle-sœur ? Puisqu'elle est ta belle-sœur, hein ? Ah ah. Tiens, à table, je crève de faim. J'ai ouvert une boîte de sardines pour les hors-d'œuvre, et voilà du beurre qui vient en droite ligne d'Isigny. C'est Chigot qui me l'envoie. »« Il est bon, dit Bernard. À part ça, plus de gâteau à la crème, hein, et plus de viande le jeudi ni le vendredi. Et l'on se moque du pain. Mais ça va venir ici aussi. On verra bien quand ça viendra. Pour le moment, tu n'en manges pas encore du pain caca, non ? Et puis la guerre tire à sa fin. J'ai entendu dire que l'on préparait une offensive pour la fin du mois. Les Boches sont à bout. La guerre pourrait être finie à la fin de l'année. Si tu pouvais dire vrai, dit Thérèse. Cette offensive n'existe que dans ton imagination, dit Bernard à son frère. Il y en a encore pour des années. Ah, dit Thérèse, parfaitement, parfaitement. Ne le crois pas, dit Sénateur. Quand il aura bien déjeuné, il verra la guerre finie demain. C'est son caractère. Il a toujours été comme ça. Il ne voit pas la vérité quand elle est noire. Elle l'éblouit quand elle est blanche. Voilà mon frère. Ah ah ah. Un bon déjeuner ne me cache pas la vérité, dit Bernard. Ça c'est vrai, dit Sénateur. Ce n'était pas tout à fait juste ce que je disais tout à l'heure. Bernard a toujours eu le vin triste. Ah, il a cuite morose. Ne dis donc pas des choses comme ça, dit Thérèse. Il ne me vexe pas. Et ce poulet, qu'est-ce que tu en penses ? Regarde-moi ça, s'il est succulent et bien doré. Et ce petit croupion croustillant. Je me le réserve, c'est mon morceau de choix. Ah, on en mangera un fameux de poulet le jour où mon Charles entrera à Berlin pour y pendre Guillaume. Si j'étais ce poulet, dit Bernard, je serais bien sûr de vivre jusqu'à 107 ans.
Comment, dit Thérèse, vous ne croyez pas que nous serons victorieux? Mais il faut le temps. Prophète de malheur, dit son frère. Eh, dit Bernard, qu'est-ce que tu penses des ouvriers qui gagnent maintenant des 10-15 francs par jour et s'achètent du poulet comme toi et moi? Tant mieux pour eux, dit Sénateur. Tu trouves ça juste qu'ils soient embusqués dans les usines tandis que les paysans et les bourgeois sont au front? Tu trouves ça juste, toi, qu'on paye des voyous pour tourner des obus et que ton fils se fasse gratuitement casser la figure dans les tranchées? Enfin, je veux dire qu'il risque de se la faire casser. Enfin, je souhaite naturellement que ça ne lui arrive pas. Je te remercie de tes bons sentiments, dit Sénateur. Tu veux de la salade? Enfin, quand les Habsbourg seront pendus ou en prison, tous les peuples désarmeront. Plus d'armée, plus de guerre. Rêverie, dit Bernard. Qu'est-ce que tu en sais? Évidemment, il y aura un ennui. Plus d'uniformes, mais il n'y aura que les femmes pour le regretter, les coquines. Es-tu bête, dit Thérèse. C'est comme ça, dit Sénateur, parfaitement, parfaitement. La vertu d'une femme ne résiste pas à un uniforme. Tu avoues donc, dit Bernard, que les 9/10 des femmes se conduisent actuellement comme des putains. Oh, dit Thérèse. Je n'ai jamais dit ça, dit Sénateur. Je n'ai jamais dit ça. Il faut toujours que tu noircisses tout. Admettons, mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu paries que la guerre durera encore 1 an? Goûte-moi ce camembert, il est épatant. Non, mais dis-moi donc, tu crois peut-être que parce que tu es pessimiste, tu possèdes la vérité présente et future? Erreur, frérot. Erreur, monsieur mon frère. Sais-tu comment je réfute tes propos défaitistes? En riant. En riant. Tu as raison, dit Thérèse. Si on vous écoutait, Bernard, on mourrait de neurasthénie. Moi, je n'en meurs pas, dit Bernard. Naturellement, tu en vis. Je vois clair. Allons, allons. Tiens, tu vois ces oranges? Elles viennent d'Espagne en droite ligne. C'est le Suisse qui m'en a fait cadeau. Il m'en a envoyé aussi, dit Bernard. Si on allait les voir cet après-midi, proposa Thérèse. Pourquoi pas, dit Sénateur. Ce n'est pas parce que Laly est devenue une Jeffer qu'elle a cessé d'être notre cousine. Et l'on remerciera le Suisse pour ses oranges. On restera peut-être dîner chez eux. Il faut bien les voir de temps en temps, le cousin Adolphe. Moi, ça me fait mal de penser qu'il y a maintenant dans la famille un monsieur qui s'appelle Adolphe, avec un F, pas Adolphe PHE. Mais Laly est tout de même une brave fille. D'ailleurs, quand elle était jeune fille, tu ne t'es pas privée de l'applaudir. Comme si ce sont là des choses à dire, dit Thérèse. Je regrette, dit Bernard, mais je suis pris cet après-midi. Eh bien, viens nous y rejoindre vers les 6-7 heures. Alors ils seront forcés de nous inviter à dîner et on y mange comme des cochons. Tant pis, c'est de la politesse. J'aime mieux ça que d'inviter le Suisse chez moi. Il faudra bien un jour que tu l'invites, dit Thérèse. N'y pensons pas. Tu vois, dit Bernard, tu refuses de regarder la vérité en face. Après le café, il s'en fut prestement et sur la demie de 2 heures arriva devant une petite villa que gardait un chien de faïence. Sur le toit dormait un chat de même matière. Dans le jardin que l'hiver grillait, en d'autres temps poussaient des géraniums. Des poules caquetaient. Bernard sonna. Et ce fut Annette qui vint lui ouvrir, courant et criant. « Oh alors, si je suis contente, si je suis contente !»« Bonjour, ma petite Annette. »« Bonjour, monsieur Le Hameau, » dit la petite. « Appelle-moi plutôt monsieur Bernard, » dit Le Hameau. « Alors, je t'emmène au cinéma ?»« Ah oui, monsieur Bernard, entrez donc, vous verrez ma grande sœur Madeleine. » La grande sœur Madeleine apparut au sommet du perron. « Entrez donc, monsieur, cria-t-elle.
Elle était vêtue d'un kimono chinois genre persan, avec entrebâillure sur le mollet. Elle avait tout l'air d'une fille de mauvaise vie. « Mais entrez donc !» Il entra. Elle lui serra cordialement la main et le fit pénétrer dans une pièce dénommée salon, toute tapissée de drapeaux des nationalités les plus diverses, les plus en guerre et les plus alliés, et de photographies d'officiers d'armes variés, mais en général britanniques. « Mes filleules, dit-elle en clignant de l'œil, et elle alla quérir une bouteille de whisky. Polo, le petit garçon, surgit alors dans un endimanchement soigné. « Alors vrai, on va au cinématographe? Où ça? Je suis déjà été au Gaumont. »« On ira où monsieur Bernard nous conduira, » dit Annette. « Je n'ai pas envie de revoir 2 fois le même programme, » dit Polo. « C'est gentil, ça, de les emmener au cinématographe, » dit la grande sœur Madeleine, revenue avec la bouteille. « Moi, j'ai si peu le temps de m'en occuper. Songez donc, monsieur, que depuis l'âge de 15 ans, c'est moi qui dois m'en occuper de ces gosses. Alors, vous comprenez, c'est pas dans une usine que je trouverai le moyen de leur donner une bonne éducation. C'est pas ma faute si la société est faite comme ça. » Ni de la mienne, entredenta le hameau qui goûtait peu les moindres soupçons de revendication sociale. D'ailleurs, je ne m'en plains pas, ajouta la grande sœur. C'est ce qu'elle a de mieux à faire, pensa Bernard en avalant son whisky. Alors on les met? Demanda Polo. Comment? Ah oui, dit le hameau. Il est impatient, le petit, dit Annette. On va louper le commencement, dit Polo. Tu vas la boucler, dit Madeleine. Vous êtes interprète, je crois, monsieur, si j'en crois ce que m'ont raconté les enfants. Quelque chose comme ça, dit le hameau. Fameux ce whisky. Il ne coûte pas cher, dit Polo. Ben oui, un cadeau, dit Madeleine. Alors, c'est demain qu'on y va au cinéma, dit Polo. Je les emmène, dit le hameau en se levant. Faites bien attention à eux, dit la grande sœur Madeleine. Ce que je crains le plus, c'est les mauvaises fréquentations. Je me méfie. Il y en a tellement à l'heure actuelle des voyous et des satires. Vous pouvez avoir confiance en moi, dit le hameau. Vous avez bien fait la guerre. Alors, sur ce, les expédias. Un capitaine en zac devait s'amener. L'homme et les 2 gosses prirent le tramway. « Elle est charmante, votre sœur, » dit le hameau. « Elle est charmante, mais elle n'est pas honnête, » dit Polo. « Hé hé, » dit Annette, « ce qu'il est vache. »« Chut, 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 » fit le hameau. « Il ne faut pas vous exprimer comme cela. » Annette donna à son frère un coup de coude dans les côtes et cligna de l'œil. L'autre répondit par une grimace d'agrément. « Véritablement, dit le hameau, je ne puis vous promener si vous vous exprimez ainsi. »« Ça va, dit Polo. On a compris, on n'est pas des oies. »« Hé hé, dit Annette. »« Garnement, dit le hameau. »« Alors, dit Polo, où vous nous emmenez? Pas au Gaumont, hein? Je vous emmène au pâté. »« Chouette, qu'est-ce qu'on joue ?»« Pas d'impatience, dit le hameau dans son ignorance. » Un bonhomme s'assit non loin d'eux. Ils se turent. Devant l'omniapâté, une foule épaisse noircissait le trottoir. Elle coulait lourdement à l'intérieur comme du bitume, lente et puante. « Merde, dit Polo, on va pas avoir de place. »« Polo, si tu recommences encore une fois à dire ce gros mot-là, je ne t'emmène plus. »« Bravo, monsieur Bernard, dit Annette. »« Mon œil, dit Polo, Mado m'a bien dit de ne pas vous laisser seuls ensemble. »« Idiot, dit Annette. »« Allons, les enfants, taisez-vous. »« Je veux bien me taire, dit Polo, mais comment on va entrer ?» Maintenant, il avait envie de pleurer devant tout le monde. « Voilà, j'ai loué des places. »« Mince alors, dit Polo, tu t'imagines des places louées et c'est des orchestres au moins. » C'était. Un ouvreur, un avorton rouquin les conduisit à leur place. « Ça alors, dit Polo,
des orchestres, des fauteuils, du velours. « Ce que vous êtes gentil, monsieur Bernard, dit Annette. Le hameau ému essuya discrètement une larme, puis conséquemment fit asseoir la petite fille à sa droite et le petit garçon à sa gauche. Derrière eux siégeaient 2 rombières. Un peu plus loin, il y avait un réformé. De ci, de là, on pouvait repérer des familles avec ou sans leur chef, selon l'âge probable de celui-ci. Le reste des spectateurs était britannique. Une masse bruyante et en casquette grouillait au poulailler. De temps à autre, un mégot ou un bonbon à moitié sucé tombait sur les rupins du parquet. L'orchestre, à l'heure indiquée sur le programme, se mit à jouer l'hymne national serbe, ce qui ne parut en aucune façon émouvoir la population accumulée en ce lieu de plaisir. L'hymne national serbe fut suivi de l'italien, ce qui suscita quelques réactions. Ça et là, quelques personnes se levèrent. Les autres, ignorant la mélopée macaronique, commençaient à s'impatienter, avides de spectacle. Lorsque l'orchestre raclo-cuivra le bouilli crânier tsatsa, une masse plus importante se dressa en l'honneur du petit père. La Brabançonne suscita l'érection des Belges. Enfin, le God Save Tsekinj mit la foule entière dans une attitude respectueuse. Les militaires britanniques avaient fini de rigoler. Leur flonflon impérial avait l'air de les empaler. Puis ce fut la Marseillaise. Puis tout le monde se rassit. « Quelle barbe !» dit Polo. « Quand c'est-il qu'ils vont commencer ?»« Patience !» dit le hameau. « Patience !» À ce moment, la nuit tomba. La projection ronfla, l'orchestre clabauda, pâté journal s'annonça, le poulailler siffla. « Ah, la barbe !» dit Polo. « Ah, la barbe !» dit Annette. « C'est très intéressant, pâté journal !» dit l'une des vieilles dames derrière. « Cela pourrait instruire le peuple, mais le peuple refuse de s'instruire. » Le hameau était tout à fait de cet avis, mais ne broncha pas. Quant aux enfants, ils n'entendirent pas la remarque désobligeante, car eux aussi s'étaient mis à siffler. Les actualités offraient en effet une cérémonie officielle à l'université d'Oxford. Le poulailler, prenant les professeurs en toge pour des curés, manifestait énergiquement ses convictions anticléricales, sans d'ailleurs choquer le militaire anglais pour qui les sifflets n'avaient point cette valeur réprobative. Bref, tout le monde était content, sauf quelques bourgeois français qui comprenaient eux grâce à leur instruction. Ensuite, on vit les cuistots aux armées et la bonne vie des tranchées, et puis 2 ou 3 autres choses de ce format. Pâté journal terminé, les lampes se rallumèrent et le poulailler fit un « ah » de soulagement. « C'est pas trop tôt, » dit Polo. « Hé, Polo, » dit Annette, « vise là-bas. »« Où donc ? Tu vois pas Guiguite ?» Elle dit à le hameau. « Guiguite est une amie de ma sœur. » Les 2 vieilles dames derrière lorgnèrent également dans la direction indiquée. Guiguite ne pouvait être qu'une poule à quelques rangs de là, en compagnie d'un officier australien. Une belle poule dans le genre, ce qu'on fait de mieux sur la place du Havre. « Mince alors, » dit Polo, « elle est vernie en ce moment. »« C'est pas le même qu'avant-hier, » dit Annette. Les 2 vieilles dames proférèrent des essais scandaleux, ce qui fit rigoler les gosses, qui ne prirent même pas la peine de les mépriser. Les 2 vieilles dames se turent. La nuit se fit de nouveau et fit le poulailler qui, de nouveau déçu par un documentaire sur l'équitation, exprima en haut sa consternation. Cependant, indifférent à l'effet produit, des chevaux noirs dansaient sur l'écran. « La barbe !» dit Polo. Puis ralentis, s'envolèrent tout doucement au-dessus d'une haie. « Ce qu'ils sont bien dressés !» dit Polo. Enfin saluèrent et se retirèrent dans leur bobine écurie à la satisfaction du public. « C'est la barbe tout ça, » dit Polo. « De quoi que tu te plains, dit Annette, puisque tu ne paies pas ? Je sais bien que c'est pas monsieur Bernard qui a fabriqué le programme. » « Et maintenant, »
dit le hameau, lisant un morceau de papier médiocrement imprimé. « Et maintenant, vous allez voir les nouvelles aventures de Nick Winter. » Ils virent en effet en 3 parties les nouvelles aventures de Nick Winter. L'arrestation d'une bande de vauriens fut universellement acclamée. Après, la direction glissait à l'entracte. « Vous voulez sortir ?» demanda le hameau. « On est bien là, » dit Polo. « Pour une fois qu'on a des orchestres, faut en profiter. » Une épicière se promenait dans la salle avec un panier sur le ventre. Le hameau régala la jeunesse. « Alors, ça vous a plu ?»« C'était chouette, » dit Polo. « Ah, Nick Winter, comment qu'il les a eus, les autres. Et toi, Annette, ça t'a plu ?»« Oh oui, j'aimerais ça être détective. »« Comment ? Ou espionne. Eh bien, tu as de drôles d'idées. Ça ne vous plairait pas que je fasse ça, Monsieur Bernard? C'est pas drôle de travailler. » Le hameau regarda en douce derrière lui et constata avec plaisir l'absence des 2 rompières. Mais son plaisir s'offusqua de cette découverte brusque, que l'une d'elles devait probablement être la belle-mère de Duplanchet, un collègue de sénateur. Il n'en était pas sûr. « C'est pas drôle de travailler, » disait Annette. « Quand on est espionne, on boit du champagne et on tire des coups de revolver. C'est la vraie vie, ça. »« Ah là là, » dit Polo, « je te vois en train de tirer des coups de revolver. Tu casserais la bouteille de champagne, mais tu descendrais pas ton homme. Pff !»« Oui, mais j'aurais appris, » dit Annette. « Pff ! Dites donc, Monsieur Bernard, vous en avez tué des boches ?»« Non, » répondit le hameau. « Sans blague, qu'est-ce que vous avez fait alors ? La guerre, maintenant, ce n'est pas comme autrefois. Et le boche qui vous a cassé la jambe, vous lui avez rien fait ? J'ai été blessé par un éclat de shrapnel. Alors tu comprends, comme les artilleurs sont très loin, on ne peut pas se venger sur eux, nous les fantassins. Je serai aviateur, dit Polo. Eh bien, mes enfants, dit le hameau, je vois que vous avez de l'ambition tous les 2. Il prit la main d'Annette et la tapota paternellement. Annette se frotta tendrement contre lui. Polo haussa les épaules. Le hameau tenait la main d'Annette et la tapotait paternellement. Un clignement d'œil de la petite le fit rosir. Il se détourna légèrement comme pour examiner la salle. Il aperçut alors très distinctement et sans hésitation, près de la porte de sortie, Miss Weeds. Il soupira. « On étouffe ici, je vais aller prendre un peu l'air dehors. » Il ajouta. « Ne faites pas de bêtises pendant que je ne suis pas là. » Et s'enfuit à travers les remous de la foule. Il avançait lentement, regardant de droite et de gauche, mine de rien, et lorsqu'il attrapa le regard de l'Anglaise, sourit modestement, puis s'avançant vers elle s'inclina. Elle n'était point seule, chaperonnée par une amie, accompagnée par un capitaine que le hameau avait d'ailleurs l'honneur de connaître. Ce furent les salutations d'usage, puis des paroles polies et des remarques sans conséquence. Miss Weeds, observant finalement qu'on étouffait ici, manifesta le désir d'aller prendre l'air dehors. Tout le monde se leva. Mais dans la cohue, le capitaine et la ouaque se perdirent. Le hameau se retrouva seul avec la Miss sur le boulevard de Strasbourg. Ils causèrent. « Vous aimez le cinéma ? Vous y allez souvent ? Ce film était idiot. Que de monde !» Ils causèrent. Le hameau était très ému. Il examinait cette femme très attentivement, à la dérobée. C'était une grande fille blonde avec des flancs de cavale et des dents pas très bien rangées. Il la trouvait rudement bien. La sonnette de l'entracte tinta. Le hameau, après s'être mouillé le palais, dit « Vous ne voudriez pas que nous allions un jour nous promener ensemble ? Vous savez bien que c'est défendu. Avec moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous aurions des excuses. » Vous croyez ? D'ailleurs, il n'y a aucun mal à ce que nous nous promenions ensemble, n'est-ce pas, mon lieutenant ? Naturellement. Alors voulez-vous demain ? Demain. À 4 heures au bout du boulevard de Strasbourg, près de la digue. Je vois, oui. Il la reconduisit à sa place et salua l'autre ouaque et le capitaine, puis rejoignit son fauteuil. Annette et Polo l'attendaient bien sages.
« Qu'est-ce que c'est que cette poule ?» demanda Annette. Il se retourna légèrement. Les deux rombières avaient décampé pour de bon. Il se demande s'il n'existait pas quelque chose qui ressemblait à la chance, mais Annette redemanda. « Qu'est-ce que c'est que cette poule ?»« Ce sont des employés de la base anglaise, répondit-il tranquillement, comme à une épouse. Je suis en rapport avec eux, avec elle. L'entracte terminé, les gens remis en place, la nuit se fit encore une fois et l'écran se bariola d'un film italien sur l'histoire ancienne, la romaine naturellement. La pluie se mit à tomber avec violence, hachant pudiquement les fausses notes de l'orchestre. Annette posa sa tête sur l'épaule de Lohamou. Il arriva malgré la tempête qui lui mugissait dans la face. Tant par pudeur que par respect pour le bel uniforme qu'elle portait, l'Anglaise serrait ses jupes entre ses cuisses pour qu'elles ne se soulevassent point. « How do you do, Miss Weeds ?» dit Lohamou. « Très bien, je vous remercie. J'adore ce temps-là. »« Listen, dit Lohamou. Listen, Miss Weeds. Listen the wind. » Si nous nous promenions le long de la mer, de larges vagues embarquaient sur la digue. « You are very courageous, dit Lohamou. J'adore ce temps-là. »« Vous parlez bien français. Ma mère était française. Ah oui, c'est vrai. » Il la regarda ainsi dessinée par le vent, telle exactement qu'il n'avait cessé de se souvenir. Une très belle fille, vraiment, bien qu'elle eût la poitrine un peu plate. La mer secouait les galets en bavant, et dans la rade 2 ou 3 navires flottaient en désordre sur les moutons. « Ce sont peut-être des transports, dit Miss Weeds. Ce sont des transports, bien sûr. Le baromètre est descendu à 729 mm, dit Lohamou. Ce n'était pas extrêmement intéressant. Il chercha autre chose. Vous allez souvent au cinéma ? En France, c'était la première fois. Et vous, vous aimez ça ? Oh, moi, je suis un habitué, un amateur. Il se tut brusquement, se tournant vers lui. Elle vit avec étonnement le masque de la stupeur s'appliquer sur son visage. Il venait de faire une découverte. « Qu'avez-vous » ? Je m'étonnais. « On peut savoir de quoi ?»« Question personnelle, murmura-t-il. Question personnelle. » Puis il craignit qu'elle ne pensât qu'il pensait à elle. Elle pouvait s'imaginer qu'il venait brusquement de s'apercevoir combien il l'aimait. Ce n'était pas cela. La vérité lui parut préférable. « Je suis veuf, commença-t-il. Il ajouta vivement. Cela a un rapport avec le cinéma. C'est à quoi j'ai pensé tout d'un coup. Je n'y avais jamais pensé. Mais je ne vois pas pourquoi je vous raconterais des histoires sinistres. Je ne vois pas non plus, mais vous en avez envie. Vraiment, je peux. Ils allaient tordus par le vent le long du boulevard maritime. Elle ne répondit pas. Il raconta. On avait installé le cinéma aux grandes galeries normandes, et puis tout a brûlé. Il y a longtemps de cela, plus de 10 ans, on ne savait pas encore très bien se servir du cinématographe. Ma mère y était allée avec ses 2 belles filles, ma femme et celle de mon frère. J'ai un frère. Et toutes les 3 ont disparu dans l'incendie. Il laissa s'écrouler quelque temps de silence, puis termina. Ce qui est drôle, oui drôle, c'est que je ne me sois pas dégoûtée du cinéma. Voilà ce que j'ai découvert tout à l'heure. Elle ne commenta pas mon récit, et il pensa. Elle doit me prendre pour un idiot. Et il pensa encore, sur une autre piste, mauvais encore un fils au front, que pas de fils du tout, pas d'enfant, puisqu'il racontait des histoires de famille. Il était aussi utile qu'elle sache cela. Mon frère, lui, s'est remarié. Il devenait également nécessaire de faire une intéressante remarque. Il est beaucoup plus âgé que moi. Il n'a pas été mobilisé. Mais ce n'est pas pour ça qu'il s'est remarié. Je veux dire qu'il s'est remarié avant la guerre. Ses propos confus préparaient une entrée en scène de Thérèse. Il voulait lui dire à Miss Weeds que sa belle-sœur était relativement fort jeune, qu'elle était, trouvait-il, fort jolie, aussi jolie qu'elle,
Miss Weeds, que d'ailleurs elle lui ressemblait, que du moins il y avait une certaine ressemblance entre elles deux. À l'examen, cette ressemblance se bornait à quelques modifications fugitives du visage, au regard peut-être, mais aussi à l'allure générale du corps, ses jambes longues, ses hanches pleines, ses seins petits et la tête droite. Thérèse avait des dents excessivement blanches et bien plantées. Des vraies perles, disait Sénateur. Ah ah. Il revint brusquement au sujet primitif et officiel de la conversation. Vous ne voudriez pas venir avec moi au cinéma de temps en temps? M'autorisez-vous à vous faire cette demande? Vous savez bien qu'il nous est interdit de sortir autrement qu'accompagnés par une autre ouac. Vous savez bien aussi qu'étant donné mes rapports avec vos chefs, il nous sera facile de trouver des prétextes pour passer outre. Alors cela ne me regarde plus, dit Miss Weeds. Ils rirent. Cependant la nuit avait grandi, dissimulant peu à peu l'agitation insensée de la mer. Mais le vent ne se taisait point. Ils étaient arrivés à l'octroi de Sainte-Adresse. Le hameau proposa de prendre le thé dans un café désert qui s'avançait comme une bosse au-dessus des galets. Le thé était très mauvais, naturellement. Ils commencèrent par parler du thé, naturellement. Mais les Français font mieux le café. On ne peut pas boire de bon café en Angleterre, c'est certain. Elle s'était engagée pour la durée des hostilités. Pourquoi? Parce qu'elle préférait cette vie à la couture chez sa maman. Sa maman était française et couturière à Londres. Le papa anglais ne s'engageait pas. Elle ne cachait pas sa situation modeste et le papa devait être une sorte de macro-alcoolique. C'était facile à conclure. Le hameau avait fait 2 ou 3 petits séjours en Angleterre, mais des séjours d'été, des vacances à la campagne. Il ignorait la misère de Londres, mais il imaginait aisément ce lieu commun de l'anglicisme. La chapelle blanche et le reste, comprenant ainsi que pour une jeune fille de cœur, un uniforme et la guerre, vus d'ailleurs, de loin, lui fussent énormément plus agréables et chers. L'uniforme lui allait en effet à ravir. Ce sont les termes mêmes qu'employa le hameau, qui, dans son ravissement croissant, osa lui demander son prénom. « Helena », répondit-elle. Elle avait répondu sans floriture. « Helena ». Le hameau se détourna et appuya son front contre la vitre pour regarder dans la nuit, et l'obscurité pendait aux vitres en longs lambeaux noirs qu'agitait le vent, et les 2 uniques consommateurs du café dessert restèrent ainsi quelque temps silencieux. Helena. Ils restèrent ainsi longtemps, silencieux. Elle voyait devant elle un homme très jeune encore, mais déjà un peu lourd, un peu grave, au visage pas encore défiguré par le temps, mais rudement dessiné par le souci. Grand pour un Français, non bien sûr pour un Bobby. Suffisamment beau, aimable. Il lui prit un dégoût rétrospectif pour tous les jeunes gens d'outre-Manche, qui jusqu'à présent seuls l'avaient embrassé, androgyne fade et rance, médiocre comme de la crème fraîche, cuvant toujours le lait de leur nurserie, ou des commis brunâtres, êtres de la petite race, énervés par leur délire de confort et leur gloutonnerie de banlieue, des encrasseurs de baignoires. Elle baissa les yeux. Sur son poignet, à lui, s'allongeaient quelques poils, signe discret de virilité. Non la toison noire et sointante des esclaves, non le répugnant duvet de babie quadragénaire. « Il faut que je rentre, dit-elle brusquement. Il est temps que je m'en aille. » Elle se leva. « Je vous accompagne, dit le hameau, mais elle voulait rentrer seule. « Je vous verrai demain, dit le hameau. » Elle lui serra la main et s'en fut, et tout à coup il s'aperçut qu'elle n'était plus là. Alors il sortit sur le trottoir, mais un tram venait de passer, et sa vacillante lumière s'éloignait méthodiquement. Il rentra dans le café, paya. La patronne, une grasse femelle, lui témoigna quelque intérêt. Il n'y fit nulle attention et s'éloigna méthodiquement dans la nuit. Une petite pluie se mit à tomber. Des morceaux de ténèbres humides se plaquaient contre son visage, mais parfois éclatait la blancheur d'une vague s'écrasant sur les galets. La lumière tournante d'un phare balayait périodiquement son air. Le hameau pensait à des choses très lointaines,
à sa vie. Il tira sur un fil et tout se dénoua. Il ne trouvait plus que pièces et morceaux. Une enfance ennuyeuse et soignée, quelque chose de sinistre et de contrit. Les études à la faculté de Caen et les farces d'étudiants. Le service militaire, une première fois, pas désagréable cela. Le mariage, d'amour certes, l'abominable privation, puis la petite existence, fonctionnaire et veuf. Enfin, la délivrance de la guerre. La vue de l'affiche de mobilisation avait fait exploser en lui une gerbe de joie, comme un bouquet de feux d'artifice. Et maintenant il enjambait les débris éparpillés par cet excessif enthousiasme. Il s'arrêta soudain pour mesurer le fracas des vagues, saisi par le tragique de l'océan. Comme quoi la mer est tragique. Elle l'avait tiré brusquement par le bras, en braillant. Mais il ne pouvait trouver en lui que de médiocres échos de ces déchaînements, quelques vulgaires traversées de moins d'un jour, agrémentées de vomissures, quelques trempettes jusqu'aux genoux, car il ne savait pas nager. Ce n'est que dans les livres de son enfance qu'il avait rencontré tempêtes et naufrages, cyclones et orages, et le calme plat sous un ciel de plomb, et dans sa propre vie, l'incendie. La vue de l'affiche de mobilisation avait été pour lui un feu qui avait consumé tout un fatras de petites misères. Il comprenait comme sien le beau mouvement de Miss Helena Weeds, s'engageant pour servir sa patrie, selon la mesure de ses moyens. Elle s'était libérée elle aussi. Cette belle et blonde fille venue grâce à la guerre près de lui. Il résuma tous les instantanés qu'il avait pris d'elle, telle fois de profil et telle autre assise les jambes croisées, et telle autre marchant devant lui le précédent. Il recomposa les mouvements de son corps, sa forme, sa souplesse, sa réalité tendre et douce, la lumière du sourire, la discrétion des seins, la courbure du mollet aperçu, l'ampleur des hanches. Il se sentit malade de désir. Il s'était éloigné de la mer et se trouvait maintenant en pleine ville, du côté des Halles. Au coin d'une rue, une putain surgit de l'embrasure d'une porte. Elle tenait au-dessus de sa tête un parapluie déployé. Elle lui dit « Tu viens, chérie ?» Il la regarda. « Pourquoi faire ?» Elle fut assez surprise, elle ne sut que reprendre. « Tu viens, chérie ?» Il demanda de nouveau « Pourquoi faire ?» Elle continua sa mélopée. « Pour toi, ce ne sera que 100 sous. » Il haussa les épaules. « 100 sous, et vous ne pouvez même pas m'expliquer pourquoi faire ?» Elle s'irritait. « Fais pas l'idiot, Beaubrun. 100 sous, c'est pas cher. Vise si je suis bien roulé. » Il l'examina. « C'est le parapluie que je n'aime pas. » Il s'en fut, elle criait. « Salaud, goujat, mufle !» Il se sentait malade de désir. Helena, 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 Helena. Lorsque le hameau entra dans la boutique de Madame du Tertre, celle-ci était en train de se soigner son rhume par la méthode sympathique. Elle couvrait donc d'une généreuse couche de sulfate de cuivre un mouchoir dont elle s'était abondamment servie. Après lui avoir expliqué le sens de cette opération, elle pria instamment son visiteur de ne point raconter ce qu'il avait vu, car elle craignait la raillerie des sots et l'incompréhension des Havrais. « C'est du coup qu'on me prendrait pour une vieille folle. Sont-ils bêtes, croyez-vous » Le hameau acquiesça, malgré son mépris pour les préoccupations occultisantes de sa vieille amie. Elle lui raconta des histoires de rebouteux qui raccommodaient les os brisés et de sorcières qui enchantaient le feu. Elle se porta garante de l'efficacité de certaines médecines. Il écoutait, agacé. Finalement, Madame du Tertre se lassa et le hameau se mit à feuilleter des bouquins. De temps à autre, il s'interrompait pour fixer le silence, mais il n'entendait tourner aucune page du vieux Luther. M. Frédéric ne semblait pas être là. Il reprit la conversation avec du quotidien. « Alors, vous avez vu, nous avons bombardé Athènes. J'espère qu'on aura démoli le Parthénon. »
Il ricana. Nous, les défenseurs de la civilisation. Bah, dit madame du Tertre, ça ne leur fera pas de mal aux Grecs 2 ou 3 coups de canon. Qu'est-ce que c'est que ce roi Constantin? Un germanophile. N'empêche que si l'on a démoli le Parthénon, c'est désagréable pour la cause des Alliés. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on l'a démoli? Rien. Je ne faisais qu'exprimer une crainte. Il se tut et son regard sembla chercher un point à l'infini. Vous m'avez l'air bizarre aujourd'hui, monsieur Le Hameau, dit madame du Tertre. Moi? Non. Si, sûrement pas, pas de raison. Si, vous n'êtes pas comme d'habitude. Il y a quelque chose de changé en vous. Vous savez que je suis une intuitive, moi, une intuitive. Oh, l'intuition. Si, vous avez l'air bizarre aujourd'hui. Vous devez être amoureux, monsieur Le Hameau. Qui, moi? C'est idiot, madame du Tertre, laquelle chut quasiment de son siège sous la violence de l'outrage. Oh, pardon, dit Le Hameau. Je vous fais toutes mes excuses, madame du Tertre. Je voulais simplement dire que je trouve cette idée excessivement étrange. La violence de votre réaction prouve que j'ai entièrement raison. Vous êtes amoureux, monsieur Le Hameau. C'est de la psychologie élémentaire. Ça alors, dit Le Hameau. Ça alors, je m'en fous de la psychologie. Vous pouvez vous en fiche, comme vous dites, ça ne m'empêche pas d'avoir raison. Voyons voir. Est-ce une blonde? Est-ce une brune? Une jeune fille? Une femme mariée, hein? Après tout, même si j'étais amoureux, madame du Tertre, qu'est-ce que cela pourrait bien vous faire? Et en quoi cela vous regarderait-il? Mais c'est que j'ai de l'affection pour vous, monsieur Le Hameau. Vous pouvez m'appeler Bernard pendant que vous y êtes. Vous êtes spirituel quand vous le voulez bien, monsieur Le Hameau. Bernard Le Hameau. Je suis français. Tous les Français sont spirituels. Il ricana, comme le traître du grand théâtre municipal. Et où voulez-vous en venir? Ajouta-t-il. Vous voulez me vendre un philtre d'amour? Philtre d'amour, dit madame du Tertre, c'est un pléonasme. Un philtre est toujours destiné à inspirer l'amour. Je vais donc vous préparer un philtre. J'y mettrai le rémora, l'hippomane et la pierre astroïde. Elle rit. Et la cantaride aussi naturellement. Elle rit. Mais pourquoi désirez-vous un philtre? Elle ne vous aime pas? Je vous en prie, madame du Tertre. Ne plaisantez pas, c'est très grave. Elle ne vous aime pas. Je regrette, madame du Tertre, mais je m'obstinerai dans mon silence. J'avais, dit madame du Tertre, un client qui me racontait toutes ses aventures féminines, et il en avait. Je ne suis pas de ceux-là, dit Le Hameau. Je lui disais, mais c'est toujours la même chose, vos histoires de femmes. Une femme, c'est toujours une femme, quoi. Et lui, il me disait, non, madame du Tertre, ce n'est jamais la même chose. Ah, il vous disait cela. Il sortit sa montre et en examina le cadran en silence, comme un coquillage singulier, une nacre extraordinaire. Je vais aller faire un tour maintenant. Au revoir, madame du Tertre. À propos, ce monsieur Frédéric, il n'est pas dans votre arrière-boutique en ce moment? Oh non, il ne vient qu'après son bureau. Il me demande toujours de vos nouvelles. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'il a de l'affection pour moi? Monsieur Le Hameau, oh, dit madame du Tertre. Dans la rue, Le Hameau se retrouva la tête un peu vide. Il marcha quelque temps peu conscient de son existence, puis jugea bon de se distraire d'une de ses distractions favorites. Un tramway l'emmena jusqu'à l'heure, d'où il revint par les quais et les quartiers ouvriers, une longue promenade à travers un monde de travail et d'horreur. De toutes parts s'agitaient des machines et des esclaves.
l'activité semblait démesurée, abominable. Partout l'espace, haletant et suant, gros de désespoir et de vice, paraissait prêt à sortir de sa cuisse des monstres et des catastrophes. Et le temps n'engendrait que la honte. De rares et lourdes gouttes d'eau se mirent à tomber, crevant l'empattement du ciel, et de leur éclatement sur le sol ne germaient que des ombres perverses et accablées. Le hameau se gavait de mépris et d'horreur, et son âme trépignait exaltée. Il entretenait avec délice sa répulsion absolue et fanatique pour la plèbe du port et des usines, pour la racaille en casquette, les prolétaires bourreaux de leurs enfants, insolents avec les honnêtes gens, ivrognes, brutaux, séditieux et sales. Certains quartiers de la ville, avec leurs taudis pavoisés de linge et grouillants de mioches, avec leurs bordels et leurs estaminets, représentaient pour lui sur terre l'image la plus proche de l'enfer, à supposer que ce lieu existât. Il développait ainsi en son cœur la haine et l'écœurement que provoquait en lui le spectacle de cette race maudite, lit infect que les désordres de la guerre menaçaient de faire monter à la surface. Sans parler que parmi ces maudits, beaucoup étaient des pacifistes. Le hameau s'abrita contre un hangar pour laisser passer le grain. Les cargos peinaient sur l'eau lente des bassins, et les marchandises reposaient sur la pierre luisante des quais. Il arriva dans Saint-François avec la nuit, lorsqu'eut cessé la pluie. Comme escargots après l'orage, des humains de diverses espèces se montrèrent. Les sous-maîtresses se collèrent devant leurs portes pour héler les passants. Des représentants des divers continents apparaissaient çà et là, leçons gratuites d'ethnographie, et des représentantes pour payantes la vénérologie. Le long du grand quai étaient amarrés les bateaux à roues qui traversaient l'estuaire, et le courrier de Southampton. Le hameau s'arrêta là, regardant distraitement l'inexplicable activité de 2 ou 3 marins ou stewards abandonnés sur le pont. Il nota soigneusement le lieu exact du débarquement, sa situation, ses approches, puisqu'il pensait à Helena. C'était là. C'était là que pour la première fois, elle avait touché le sol de France. La France. Helena. 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 Continuant son chemin, il arriva devant le Kursaal. Le Kursaal était un cinéma. Il entra. « La séance va bientôt finir, lui dit la caissière, et c'est complet. Ce n'est pas complet, c'est comble. Vous serez obligé de rester debout. » « Ça m'est égal, » dit le hameau. Il dut en effet rester debout. C'est à peine s'il pouvait voir la toile à travers l'épaisse masse de fumée qui flottait au-dessus des spectateurs, lesquels étaient pour une moitié militaires de l'armée britannique et pour l'autre moitié gens du plus bas peuple, manœuvres étrangers et petits voyous. Il y avait aussi quelques putains venus là pour se changer les idées que pour lever un type. Ceci étant d'une désolante facilité, pas besoin de dépenser 20 sous pour cela. Une odeur compacte enveloppait tout ce bas monde qui, au moment où le hameau entra, palpitait aux aventures d'un cow-boy, ou cow-boy, on ne savait pas très bien. D'ailleurs, sans l'intervention d'une partie de la salle qui lui cria véhémentement « Fais gaffe !» le dit cow-boy ou cow-boy eût trépassé du fait d'une traîtrise. L'exécution du vilain provoqua des hurlements immenses qui bouleversèrent la belle ordonnance des zones de fumée au-dessus des têtes. On alluma pendant 5 minutes. La fumée se recompactisa et la pianiste reprit haleine. Ensuite, on réteignit. C'était un charlot. Charlot à la banque. Le public poussa des cris de plaisir. Et quand Charlot apparut, ce ne fut qu'un pâmement. Les Anglais riaient plus fort que les autres, ce qui étonnait toujours la population autochtone, à cause de la réputation qu'ils avaient depuis le tour du monde en 80 jours et la guerre des Boers ne pas être des types rigolos.
tandis que les troupiers kakis s'agrippaient à un tram en gueulant des chansons, toujours sans doute pour heurter les préjugés des indigènes relatifs aux brumes de la Tamise. Le hameau s'assit dans un des cafés de la rue de Paris et but avec dignité un piquant citron, tout en observant discrètement mais avec intérêt 2 officiers anglais aux prises avec 2 poules avides de Guinée, ou à la rigueur de Chelin. La victoire des poules sur l'aristocratie britannique fut totale, lui sembla-t-il. L'une d'elles n'était autre que la grande sœur Madeleine, mais elle fit semblant de ne pas le reconnaître. Alcide, coiffeur, seul en son salon de la rue du Champ de Foire, laissait pendre au bout de son bras un numéro du Rire rouge qu'il venait de parcourir pour la 15e fois. Lippe pendante, il regardait distraitement loin devant lui, dans une glace, sa propre image, qui se reflétait multipliée dans un miroir antagoniste. Il apercevait sans trouble apparence ces Alcides indéfiniment répétés, mais qui n'atténuaient pas sa solitude. Il croyait ne penser à rien. Mais lorsque le carillon se heurta sonore à l'entrée d'un client, il constata qu'il se remémorait avec horreur les divers incidents qui marquèrent pour lui la journée terrible et fameuse dans les annales de la ville du Havre, lorsque brûlèrent les grandes galeries normandes. Il y avait maintenant de cela 13 ans. Or, le client qui venait d'entrer s'appelait le Hameau. C'était le Hameau. Alcide en fut gêné. Il en revint à la considération de temps plus proche. « Je me suis étonné, dit-il, de ne pas vous voir ce matin, monsieur le Hameau. Je me suis dit de 2 choses l'une, ou bien monsieur le Hameau est souffrant, ou bien il attend ce soir pour se faire raser parce qu'il ira dîner en ville. Un petit dîner de famille, dit le Hameau, les 50 ans de mon frère. Il tient à célébrer ses anniversaires. Il prétend que comme cela, il ne se sent pas vieillir. Il a invité quelques collègues. Évidemment, on pourrait penser que l'heure n'est pas au banquet. » Alcide se mit à savonner avec art et vigueur. « Moi, dit-il, j'attends le jour de la victoire pour m'offrir un sacré gueuleton. Pas avant. Mais je le vois approcher, ce sacré gueuleton. Je le vois approcher. Monsieur Poussinet, il est bien renseigné, monsieur Poussinet. Monsieur Poussinet m'a confié qu'on profiterait de ce que les Allemands sont en train de s'amuser en Roumanie pour leur dégringoler sur le poil. Mais alors, quelque chose de sérieux. » « Ne vous faites pas trop d'illusions, dit le Hameau à travers la mousse. Monsieur Poussinet est très renseigné, dit Alcide. Un imbécile, dit le Hameau. Alcide promenait son rasoir sur un cuir. Entre nous, monsieur Alcide, continua le Hameau, je vais vous dire une bonne chose. On en a au moins pour tout l'hiver. Oh, monsieur le Hameau, vous exagérez sûrement. Vous verrez. Et je vais vous dire encore autre chose. Si on pouvait s'amuser comme les Allemands s'amusent en Roumanie, vous attendriez moins longtemps votre sacré gueuleton. Alcide trancha subséquemment les poils faciaux en silence, mais lorsqu'il versa l'eau d'un petit broc dans la cuvette, dit « Vous avez tort, monsieur le Hameau, vous avez tort de dire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on penserait de vous si l'on ne savait pas que vous êtes un de nos héros de la guerre ?»« M'en fous, dit le Hameau en barbotant. M'en fous de ce qu'on pense de moi. L'important pour moi, c'est de ne pas me laisser bourrer le crâne. » Malgré tout, Alcide le pomponna, lui redressa la raie, lui tailla la moustache, lui brossa la veste. Le Hameau se regarda, s'approuva, s'enfuit. Il payait au mois. Dans la rue, il se souriait à lui-même, mais non parce qu'il pensait aux améliorations cosmétiques qu'il venait de subir. Il se disait en lui-même « Et qu'est-ce qu'il dirait alors, ce pauvre idiot, s'il savait ce que je pense réellement ?» Cela le mettait de belle humeur. Il appréciait aussi le petit temps sec et froid qu'il s'était mis à faire et dont le climat havrais est peu coutumier. Il reniflait tout joyeux le vent d'est. Il ne sentait plus sa jambe froide. Il s'arrêta un petit quart d'heure au café de la Marine pour déglutir son bir à l'eau. Le patron vint lui serrer la main. Ils échangèrent des propos peu compromettants et principalement météorologiques. Le Hameau tenait sa langue,
bénin par excès de supériorité. Lorsqu'il arriva chez son frère sénateur, les invités se trouvaient déjà là, Nantou Saqueville, Duplanchet et leur dame, et une fille, mademoiselle Duplanchet. Les fils étaient à la guerre. Les hommes menaient grand train autour d'Absinthe. On parlait de l'avenir du port du Havre, du chemin de fer de la Seine-Maritime et de la perfidie des Rouennais qui faisaient tout pour empêcher le dit chemin de fer d'être construit. Après les saluts d'usage, Bernard se joignit à la discussion avec fougue. Ce n'était d'ailleurs pas une discussion, car tout le monde s'accordait sur le bien fondé des revendications havraises, mais plutôt une série d'invectives contre l'oppression du chef-lieu du département. L'élément mâle et l'élément femelle ne se conjuguèrent que pour se rendre à table, autour de laquelle ils se rangèrent en ordre alterné. Bernard était assis entre mademoiselle Duplanchet et madame Saqueville, laquelle avait de la bouteille. Tandis que la conversation générale se portait sur les empoisonnements provoqués par l'absorption d'huîtres, lui, silencieux, noyait ses malheureux lames-libranches sous un flot de vinaigre parfumé d'échalotes. Lorsqu'on se mit à parler guerre et poilu, lui, galant, se contenta d'épousseter sa voisine, la jeune de propos badins. Au fromage, il ne dédaigna même pas de narrer le premier mois de la guerre, vu par un combattant, et d'expliquer sa blessure. Il était de brillante humeur, un peu alcoolisé même. Au champagne, on porta des toasts, à Sénateur Le Hameau et à ses 50 ans, à Charles Le Hameau, son fils combattant, à la victoire de la France et de ses alliés, à la corde qui pendra Guillaume. On accompagna les liqueurs de bavardage divers et l'on glissa de la prise de Bucarest à la guerre des Balkans, de Constantinople au tsar, de l'exposition de 1900 à la Tour Eiffel, de la télégraphie sans fil à l'espionnage, de la cathédrale de Reims à un certain Vanier. Au fait, mademoiselle Duplanchet ne joue-t-elle pas du piano ? Mais au fait, madame Duplanchet ne regarde-t-elle pas Bernard Le Hameau d'un drôle d'air ? Il ne fait plus la cour à sa fille, mais est assis dans un coin à côté de sa belle-sœur. Ils parlent à voix basse. « Vous avez l'air drôle, Bernard, aujourd'hui, dit Thérèse. « Moi ? Pourquoi donc ? J'ai trop bu. »« Mais non, Bernard, ne plaisantez pas. Je vous trouve drôle en ce moment. »« Drôle ou bizarre ? » ?»« Plutôt drôle, singulier. » Écoutez-moi, Bernard, est-ce que vous ne seriez pas amoureux ? Bernard rit, tout doucement. Et vous-même, Thérèse, est-ce que vous n'auriez pas beaucoup d'affection pour moi ? Je ne vous comprends pas, dit Thérèse qui rougit. Bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre, c'est une allusion à ce qu'on m'a déjà dit. Qui on ? Vous ne connaissez pas. En tout cas, ne vous imaginez pas que je sois amoureux de la petite Duplanchet, la sotte et un vrai paquet d'os. J'aime les belles filles bien en chair, moi, dans votre genre, Thérèse. Ne croyez cependant pas que je sois amoureux de vous, ça ne se fait pas entre beau-frère et belle-sœur. Il est vrai que par les temps qui courent, avec tout ce désordre moral auquel nous assistons, cette dissociation de la famille d'origine démocratique, bah. Après tout, comme si sous les rois il n'y avait pas aussi des cocus. Je crois que je suis sous. Je le crois aussi, dit Thérèse. Au fond, je ne suis pas bien sûre de n'être pas amoureux de vous, Thérèse. D'ailleurs, j'aime toutes les femmes, à l'exception des vieilles et des trop maigres, et des trop bêtes. Il ajouta. Il n'en reste pas tellement. Il se tourna vers Thérèse. Vous n'êtes pas bête, vous, bien que vous preniez pour argent comptant tous les bobards que raconte la presse et votre franc-maçon mari. Vous voyez que je suis franc. Enfin, vous me plaisez rudement, en tant que belle-sœur, bien entendu. L'autre, elle est anglaise. Il avala sa salive et reprit. Elle porte un uniforme, elle est épatante. Il souligna. Épatante. Et continua. J'ai souvent l'occasion de la voir à la base, mais je ne suis sortie que 2 fois avec elle. C'est naturel, on ne peut pas les traîner par les rues, ces filles. Elle s'appelle Helena. Je la désire éperdument. Vous avez l'intention de l'épouser ? C'est dans les choses possibles. En tout cas, pas en ce moment, la société est trop désaxée pour penser à ce sacrement.
à cet ancien sacrement. Je trouve les temps exceptionnels pour un mariage. Après tout, nous ne sommes même pas encore fiancés, si j'ose dire. La personne en question est une grande jeune fille blonde, vierge, je pense, au poil doux et luisant comme une génisse anglo-normande. Il s'interrompit. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous raconter là? Je crois que plus encore que les vins, c'est vous, Thérèse, qui m'avez fait perdre le bon sens. Tiens, qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Le sénateur s'avançait vers eux. Tu m'as l'air bien bavard, dit Sénateur. Justement, j'avais quelque chose à te demander. Bien, bien, bien. Thérèse, tu ne veux pas aller faire un peu la conversation avec ces dames? Elle aime mieux la faire avec moi, bien sûr, dit Bernard. Thérèse se leva. Je vous laisse. Bernard morose vit son frère s'asseoir à côté de lui. Dis donc, dit Sénateur, on m'a raconté une étrange histoire sur ton compte. Était-ce une étrange histoire ou une drôle d'histoire, ou une bizarre histoire, ou une singulière histoire? Tu as un peu trop bu, dit Sénateur. Je suis sûr que toi aussi tu as beaucoup d'affection pour moi. Allons, ne t'attendris pas. Dis-moi simplement qu'est-ce que c'était que les 2 enfants que tu as emmenés au cinéma l'autre dimanche. Ce sont des enfants naturels à moi, des bâtards. Ne me raconte pas de bêtises. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? C'est bien ce que je me demande. Alors, dis-moi qui sont ces enfants. Ce sont des enfants qui ont beaucoup d'affection pour moi. Qu'est-ce que tu me racontes là? La pure vérité. Je les emmènerai encore au cinéma dimanche prochain. Mais enfin, où les as-tu pêchés, ces mioches? Il paraît qu'ils ont l'air de petits pauvres. Pas tellement, dit Bernard. Pas tellement. Alors qui est-ce? Qu'est-ce que cela peut te faire? Tu oublies que je suis le chef de la famille? Tu oublies que j'ai fait la guerre? Tu oublies que mon fils l'a fait? Gros malin. Tu n'es encore qu'un jeune homme. Un jeune homme, moi, 33 ans et une blessure? Tu vas fort. Mais enfin, je reconnais que tu es le chef de la famille, bien qu'étant franc-maçon, tu ne sois pas qualifié pour être chef de famille. Enfin voilà, ces enfants, eh bien, franchement et sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ces enfants. Je les ai rencontrés un jour, je les ai emmenés un autre jour, je les conduirai encore dimanche au cinéma, voilà. Le sénateur le regarda d'un air très grave. La guerre a été pour toi un grand choc moral. Ça c'est bien vrai, répondit le hameau, qui commençait à avoir très envie de dormir. Le sénateur le laissa et plus tard, lorsque tous les invités furent partis, Bernard le dernier, Thérèse lui demanda. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, cet imbécile? Dès qu'elle entendit la porte du jardin s'ouvrir, Laly se précipita dehors en hurlant. « Ah, tu parles alors, quelle bande de salauds !» Puis s'arrêta pile en constatant que son Adolphe suisse était accompagné d'un personnage correctement vêtu, grand et distingué, bref, un monsieur. Le rouge de la honte vint teinter la blanche carnation de la grâce Laly, qui ne sut trouver rien d'autre à dire que « Ah, oh, ah !» Son Adolphe fit mine de n'avoir rien entendu. Et le monsieur, qui avait l'air bien élevé, parut également avoir été atteint de surdité passagère au moment de son entrée. « Laly, dit Adolphe, voilà un compatriote, monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric, ça c'est madame Geffert. » Monsieur Frédéric s'inclina galamment devant Laly, qui tortilla du croupion pour montrer qu'elle aussi elle avait des bonnes manières. « Monsieur Frédéric dîne avec nous, dit Adolphe. Sans cérémonial, à la bonne fortune du pot. « Très heureuse, monsieur, dit Laly avec une bienveillante désinvolture. Et faisant demi-tour, elle montra le chemin de la villa en traînant ses savates. Laly appartenait à la branche pauvre de la famille Le Hameau. Elle avait à peine eu de papa, et sa mère, une épaisse et paresseuse bonne femme, l'avait élevée dans la crasse et le dégueulis. Bernard et Sénateur l'appelaient la cartomancienne, d'abord parce qu'elle savait tirer les cartes et se les tirait à longueur de journée, et ensuite parce qu'elle s'habillait de couleurs voyantes et sales et s'entourait de chats puants.
Lorsque sa fille fut nubile, elle s'empressa de la marier au premier quidam qui lui tomba entre les pattes. En l'occurrence, le jeune Adolphe Gefffer, un petit Suisse dans le coton. Puis elle mourut d'un empattement des forces vitales. Laly et son Adolphe la sautèrent pendant quelques années. Puis finalement la guerre vint, et alors Gefffer se mit à gagner des sommes considérables avec une aisance qu'il attribuait à son génie commercial, jusqu'ici méconnu. Il trafiquait de tout, achetait des wagons d'ail et des péniches de lait condensé, revendait des trains d'oignons et des cargos de crème de gruyère. Enfin, ils purent jouir de la belle vie. Ils achetèrent une villa avec un grand jardin qu'ils peuplèrent de roquets et de matous, d'une chèvre et d'un paon. Ils achetèrent des bijoux, des fourrures, des pendules, un chapeau haut de forme et de la verroterie. Tout ça, naturellement, ils ne le revendirent pas. C'était pour eux, à conserver. Enfin, Laly put se revancher de ses cousins fonctionnaires, autrefois si méprisants. C'était elle la plus riche maintenant. Elle chargeait de bouchons de carafe les 2 fois 5 doigts de ses mains et trébuchait sous le poids de peaux de bête qui lui descendaient jusque sur les talons, lesquels toutefois restaient éculés, ce qui faisait dire à Bernard: « La pauvre Laly, ce n'est pas à son âge qu'on apprend que ça existe, les cordonniers. » Et le sénateur faisait « Ha ha !» et Bernard ajoutait: « Elle est née avec du noir sous les ongles, elle le gardera toute sa vie. » Bien que Laly triomphât sur le terrain économique et financier, il ne lui échappait cependant point que les 2 frères conservaient à son égard un fond de dédain. Et pourquoi? Parce que son Adolphe était né hors frontières? Contre ça, il n'y avait rien à faire, fallait avaler cette couleuvre. En tout cas, elle était patriote, son Adolphe. Il croyait dans la victoire. Il y avait des prétendus Français dont on n'aurait pas pu en dire autant. Quant à insinuer que son Adolphe aurait pu s'engager dans la Légion, laissez-moi rire. Il rendrait bien plus de service à la France en lui important des marchandises, son Adolphe. Lequel Gefffer, laissant sans s'excuser M. Frédéric en tête-à-tête avec sa femme, alla faire un petit pipi, puis se précipita vers la cuisine où s'étiolait une orpheline hébétée et non payée. Il voulait un jour en faire une cuisinière, car il avait des idées, lui, en gastronomie. Chaque soir, il venait faire un tour au fourneau, jetait du poivre par-ci, du râpé par-là, et s'en retournait en se frottant les mains, fier. Ce jour-là, il fallait soigner un invité. Il s'affaira. Pas mauvaise cette eau de vaisselle, mais un peu fade. Faut la corser. Tiens, voilà justement le camembert en plâtre qu'on n'a pas pu mâcher hier soir. Ma fille, vous allez me l'incorporer au potage. La bidoche, faut la larder de clous de girofle. Et pour que ça représente mieux, on va l'entourer de mou revenu dans de l'huile. Comme entremets, des croûtons de pain enduits de cassonade et trempés dans le lait qui a tourné le matin. Fameux. Adolphe exhorte l'orpheline à se signaler, refait un petit pipi d'émotion et retrouve sa femme dissertant gravement sur les différentes espèces de minets. « Ce sera sans façon, dit Gefffer, c'est la guerre, hein ?»« Bien sûr, dit M. Frédéric. » Laly avait quelque chose qui lui restait sur l'estomac, moralement s'entend, et qu'elle n'avait pas encore confié à son Adolphe. Elle ne pouvait tout de même pas raconter des histoires de famille devant un étranger. Ah oui, un étranger. Cependant, l'occasion s'en présenta tout naturellement plus tard dans la soirée, tandis que ce pauvre M. Frédéric essayait de faire couler le plâtre et le mou avec du torboyau. « Alors, vous n'avez pas de parents ici ?» demandait M. Frédéric en fermant les yeux de douleur. « C'est fort, hein ?» dit Gefffer. « Non, pas de parents ici. Mais ma femme en a. »« Madame est du Havre ?»« Je pense bien, dit Laly. Oui, nous avons de la famille ici. »« Ce sont des gens bien, dit Gefffer, des fonctionnaires. »« Oui, dit Laly. » M. Frédéric comprit que le sujet ne provoquait pas un grand enthousiasme. Un silence amer s'établit et l'on n'entendit plus que le gargouillis des digestions.
Soudain Laly éclata. Annulant la présence de l'invité, elle interpella son Adolphe. « Oui, eh bien, ma famille, sais-tu ce qu'elle a fait, ma famille ?»« Eh bien, ma famille, ils ont gueuletonné hier, et ils nous ont pas invités. C'était les 50 ans de sénateur. Ils ont fêté ça. Ils ont invité les Saqueville et les Duplanchet. Mais nous, on peut courir. C'est par Amélie que je le sais. Je l'ai rencontrée ce matin au marché. Voilà comment elle me traite, ma famille. Des cousins germains encore, ma seule famille. C'est honteux, c'est honteux. » Elle se mit à sangloter. Géfert se précipita. « Ma Laly, voyons ma Laly, calme-toi mon chouchou. Calme-toi ma grosse fifi. Faut pas t'énerver comme ça ma petite crotte. Voyons, faut pas pleurer mon gratin de crème. » Elle se moucha. « Ça y est, dit-elle, c'est passé. Mais fallait que je te dise ça, fallait que ça sorte. » Elle se tourna vers l'invité. « Excusez-moi, monsieur, c'est des histoires de famille, ça ne doit pas vous intéresser beaucoup. »« La famille d'un ami, répondit-il solennellement, vous intéresse quand elle intéresse cet ami, et c'est pour moi un ami très cher, mon ami Géfert. » Cette déclaration replongea Laly dans des humidités sentimentales. Elle sanglotait. Son Adolphe essaya d'éponger sa douleur avec des petits mots doux. Puis il ne vit d'autre moyen qu'un verre de torboyau qu'elle avala. Le feu stomacal dessécha l'humeur lacrymale. Après quelques hoquets, Laly, s'adressant de nouveau à M. Frédéric, dit « Je vais vous expliquer, monsieur. Mes cousins, ils se croient sortis de la cuisse de Jupiter. J'étais pauvre, moi, monsieur, quand j'étais jeune. Je n'ai pas honte de le dire. Mon Adolphe, il a gagné ses sous à la sueur de son front. Eux, mes cousins, ils ont toujours vécu dans l'aisance. Je le reconnais, mais ils croient que ça leur donne le droit de me traiter comme une rien du tout. Ils n'osent pas me montrer à leurs amis. Ils n'osent pas montrer mon Adolphe, parce qu'il est étranger. Ils ont honte de nous. Seulement, il y a une chose maintenant, c'est que les plus riches, c'est nous. Alors, en plus, ils sont jaloux, ils sont envieux, ils enragent. Qu'est-ce qu'ils sont au fond? Des fonctionnaires? Qu'est-ce qu'il est, mon Adolphe? Un négociant? Alors, au bout du compte, on les emmerde. Vous me comprenez, monsieur? On les emmerde, les fonctionnaires. Je comprends, dit M. Frédéric avec calme. Je comprends. Et quelle sorte de fonctionnaires sont-ils? Sénateur et contrôleur des contributions indirectes. Bernard, lui, avant la guerre, il était je ne sais quoi à la sous-préfecture. Maintenant, il est en rapport avec les Anglais. Les Anglais? Demanda M. Frédéric. On ne sait pas au juste ce qu'il fait, dit Géfert. Il a un poste confidentiel. Je n'ai jamais voulu lui poser trop de questions. C'est la guerre, hein? Alors, vous me comprenez? Mais non, s'écria Laly, tu n'as pas besoin d'avoir peur de passer pour un espion. Tu es plus patriote qu'eux. Vraiment, dit M. Frédéric. C'est surtout de Bernard que je cause, dit Laly. Je ne dis pas qu'il ne soit pas patriote, je dis qu'il est pessimiste, il voit tout en noir. Il y a des fois où on se demande s'il ne croit pas que les Allemands seront vainqueurs. Pas possible, dit M. Frédéric. C'est honteux, dit Laly. Et ils sont mariés, vos cousins? Demanda M. Frédéric. Ils ont des enfants? Oh, j'avais oublié ça, beugla Laly. Comment? On envoie des paquets à son fils, à sénateur, et il nous juge même pas digne de fêter ses 50 ans. Ça, c'est trop fort. Ah, le salaud! Il en a fait exprès, il a voulu nous humilier. Elle repartit à travers les larmes vers un nouveau verre de torboyau. Puis elle revint à la question posée en s'essuyant un œil. Ça, dit-elle, c'est une histoire terrible. Et M. Frédéric dut subir le récit détaillé, circonstancié, minutieux et anecdoté de la catastrophe du 21 février 1903, lorsque flambèrent les grandes galeries normandes. Comment Sénateur et Bernard en devinrent à la fois et veufs et orphelins. Comment Laly faillit justement y aller avec sa mère ce jour-là, et comment elle n'y alla justement pas, conservant ainsi une Laly pour son Adolphe. Cette narration remit la narratrice de bonne humeur,
Il lui fit un tel plaisir qu'elle la réitéra par 3 fois, et dans les mêmes termes pour ne pas risquer d'en diminuer l'agrément. M. Frédéric s'intéressait moins à l'histoire ancienne qu'à l'histoire contemporaine, mais son personnage s'en illuminait de certains reflets, à la réflexion, tandis que, revenant seul dans la nuit, sa haute silhouette se dessinait sur le trottoir, décalquée par le clair de lune.